C'est impossible pour moi. Tu les vois là? Les clés, les clés imaginaires. c'est les clés imaginaires. Encore, Pling, pling, pling. Ce serait genre épais comme ça. On a commencé à recevoir des réponses à l'appel. En fait, on est vraiment à côté de la plaque. Le coco, le roro, le coronavirus. Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude, puisque je reviens simplement pour vous partager un grand événement dans ma vie, dans notre vie même, donc ma vie et celle de mon conjoint William, puisque ça y est, comme vous avez pu le voir dans le titre, on s'apprête à acheter notre première maison qui se trouve être notre premier chez nous par la même occasion. On a rencontré beaucoup d'embûches, beaucoup de problèmes, il a fallu pas mal de débrouillardise et de crise de nerfs pour en arriver enfin à cette situation positive et ce changement de vie pour le mieux. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous d'avoir un petit retour d'expérience, vous expliquer comment ça s'est passé, quels ont été nos critères, pourquoi est-ce qu'on déménage aussi dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on déménage, comment est-ce qu'on a choisi où est-ce qu'on allait habiter, parce qu'on change carrément de région, donc gros changement. Quels ont été nos critères, comment est-ce que ça a évolué au fur et à mesure, avec qui on a pu s'accompagner, qui nous a accompagnés plutôt dans nos démarches et à quoi ça a abouti. William n'est pas avec moi pour ce début de vidéo parce qu'il est occupé, mais il nous rejoindra à la fin pour donner aussi son avis parce que après tout on achète ensemble, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'il soit là pour une fois. La première chose qu'on va aborder c'est pourquoi est-ce qu'on décide de déménager, parce qu'après tout on est pas mal ici. La raison numéro 1 et que vous ne connaissez pas parce que j'en ai pas parlé ou peu, c'est qu'en fait ici ce n'est pas du tout chez nous, on n'est pas locataire non plus, on est hébergé à titre gracieux par ma famille. Donc cette chambre là, c'est ma chambre d'adolescente en fait. Je pourrais en reparler dans une autre vidéo parce que ça va prendre sinon 3 plombes, du pourquoi du comment on s'est retrouvé en fait dans cette situation. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites et moi je ferai ça. Si on décide de déménager, donc c'est tout simplement parce que ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, cet accueil chez eux. On tablait sur 1 an, puis finalement ça fait quasiment 4 ans qu'on est là. Donc autant vous dire que même eux, je pense que ça commence à faire long aussi. Et puis nous, à 30 ans, autant te dire que ta dignité, tu l'as ravalée au début, mais alors là, tu l'as plus du tout quoi. L'avantage par contre, c'est que comme on a été hébergé, on a pu pas mal économiser, et donc derrière, au lieu de partir pour louer quelque chose, qui aurait été aussi une option, là on a pu envisager, même si ça a été très compliqué et on va parler ensuite, d'acheter. Et ça c'était quand même super chouette. Alors niveau déménagement, on n'a vraiment pas fait les choses à moitié puisqu'on a décidé de carrément changer de région. Voilà, parce que pourquoi pas. Un jour en faisant une recherche, j'ai oublié de mettre un filtre en fait sur tous les sites là en ligne, particulier à particulier, seloger.com et compagnie. Et j'ai oublié de mettre le filtre géographique et là j'ai vu ce qu'on pouvait envisager ailleurs en France pour le même budget. Et autant vous dire que du coup on s'est dit mais on est vraiment obligé de rester à Paris ou ça se passe comment? Et en l'occurrence, comme on est tous les deux créateurs de contenu, on a la possibilité de travailler grosso modo de là où on veut. Nous, on avait quand même un certain nombre de critères derrière qui faisaient qu'on pouvait pas non plus aller n'importe où, mais ça, je vous en parle juste derrière. Donc quand on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas obligé de rester sur Paris, alors là, ça nous a ouvert un champ de possibles qu'on n'avait pas du tout envisagé à l'origine, puisqu'on est passé de 40 mètres carrés à Paris à 150 mètres carrés en province. Autant vous dire qu'on n'était vraiment pas dans le même univers quoi. Vraiment pas. Et que ça nous a permis de nous dire qu'en fait on pourrait peut-être avoir un jardin, qu'on pourrait peut-être être près de la mer. Mais à partir de ce moment-là, on s'est forcément posé la question de on reste pas sur Paris, d'accord, mais on va où? On va où? Pour réussir à trouver dans quelle région on allait justement trouver notre futur chez nous, on s'est fait une liste de critères, tout simplement, vraiment on s'est dit dans l'absolu, voilà ce qu'il nous faudrait. Le critère numéro 1, c'était qu'on puisse faire un aller-retour sur Paris en cas de besoin pour le travail, voilà, qu'on puisse faire l'aller-retour dans la journée. Donc forcément tout de suite ça te limite un petit peu, géographiquement parlant. Ceci dit, ça aurait très bien pu être une grande ville comme Bordeaux, puisque avec le TGV tu fais l'aller-retour assez facilement, c'est relativement rapide. Ça aurait pu être Bordeaux, Lyon, ce genre de grandes villes là. Sauf que, comme ce sont des très grandes villes, et là c'est là qu'intervient notre deuxième critère, on voulait qu'il y ait quand même une différence de prix qui soit notable et que le niveau de vie derrière qu'on avait soit sensiblement amélioré par rapport à celui qu'on aurait eu en restant dans une grande ville. Donc d'office ça élimine pour le coup des villes comme Bordeaux, Lyon et compagnie. Notre troisième critère, ça c'était le critère bonus, on s'est dit tant qu'à quitter Paris, on aimerait bien qu'il fasse beau, et donc on a cherché, littéralement, on est allé chercher des cartes d'ensoleillement de la France. On est vraiment allé genre sur des trucs, à chaque fois ça fait rigoler tout le monde quand on raconte ça, mais on l'a vraiment fait de façon super rationnelle quoi. On a choisi, on a regardé la carte, on a fait ok, top 10 des villes les plus ensoleillées de France, lesquelles sont les plus proches et les moins chères. C'était un critère qui était important, l'ensoleillement, parce que tant qu'à faire en fait, pourquoi s'en priver. Et aussi William lui il est originaire de Guyane, donc autant vous dire que quand t'es né et que t'as grandi là-bas, t'es plutôt habitué à la chaleur et au beau temps.
même pendant la saison des pluies où ok t'as la moitié de la journée où il pleut mais t'as l'autre moitié où il fait quand même hyper beau quoi. Donc lui quand il est arrivé à Paris ça a dû piquer un petit peu et donc il a dit tant qu'à partir, si en plus on pouvait se trouver un endroit où il fait un peu plus beau ça serait chouette. Donc finalement on a décidé de partir en Charente-Maritime et on est très content d'ailleurs de ce qu'on a trouvé. Mais pour trouver donc cette fameuse maison, alors là autant vous dire que là on est rentré dans la difficulté quoi. C'était pas marrant. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a fait pour trouver notre future maison en 3 parties différentes. La première partie ça va être littéralement la recherche, comment est-ce qu'on a fait pour trouver le bien en question. La deuxième partie ça va être comment est-ce qu'on a fait pour obtenir le financement, et autant vous dire qu'avec le genre de métier qu'on a qui sont très peu connus et qui rentrent pas dans les cases, ça n'a pas été simple. Et la troisième partie qu'on va aborder ça va être l'impact du coronavirus, parce que croyez-moi que ça a un petit peu impacté, ça fait plusieurs mois qu'on aurait dû être dans notre maison en fait. Là à l'heure actuelle où je vous parle, et on l'a toujours pas définitivement, mais on signe à la fin du mois. Cette maison, ça a été, je vous l'ai déjà dit, hein, ça a été la galère. Enfin, de toute façon les 3 points ça a été la galère, mais on pensait vraiment pas que ça serait aussi compliqué de trouver une maison. On a commencé comme tout le monde par regarder avec particulier à particulier, se loger et compagnie, et en fait ça partait extrêmement vite. Les biens partaient dans la semaine ou dans les 2 semaines suivant la mise en vente. Donc autant vous dire que quand vous n'êtes pas du coin, vous avez du mal à vous positionner assez rapidement en fait. Il y a plein de trucs qui nous sont passés sous le nez, mais littéralement parce que entre le moment où on a trouvé le truc et le moment où on a demandé à le visiter et le moment où on pouvait effectivement se déplacer, alors qu'on est plutôt réactif en plus de ça, hein, parce que il y a personne pour nous dire non demain tu peux pas faire l'aller-retour dans la journée. Donc nous on a commencé à rechercher sur internet il y a 1 an et demi je dirais, et on a commencé vraiment à faire des visites en présentiel directement sur place il y a plus d'1 an, donc en juillet 2019. Cette première session de visite nous a vraiment fait un choc. Ça nous a fait un choc parce que, alors déjà physiquement c'était fatigant, parce qu'on s'était prévu 4 à 5 visites par jour pendant 1 semaine. Autant vous dire qu'à la fin, limite on n'avait même plus envie de visiter de maison. Au-delà de ça, on a aussi écumé toutes les agences qu'on rencontrait en fait sur le trajet, même je me souviens sur Google Maps, on cherchait toutes les agences de visite et on allait littéralement dans chaque pour déposer notre dossier à chaque fois. D'ailleurs on a été plus ou moins bien reçus en fonction des agences, il y en a clairement certaines qui nous ont fait comprendre qu'on était de la perte de temps pour eux. Mais vraiment, où c'était oui on vous rappellera, puis jamais on nous a rappelé. Ça nous a fait flipper d'ailleurs parce qu'on s'est dit mais s'ils réagissent comme ça, si ça se trouve c'est qu'en fait on est vraiment à côté de la plaque. On était vraiment à côté de la plaque, on s'en rend pas compte, enfin c'est possible, hein. Et puis bon finalement on a trouvé donc c'est que non on n'était pas à côté de la plaque. Mais clairement il y avait des agences qui nous ont pris de très haut, genre stratosphériquement haut. Mais cette semaine nous a vraiment servi parce qu'elle nous a tout simplement permis d'affiner nos critères de recherche qui étaient relativement flous. Il y avait des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé en amont, genre la présence ou non de la fibre, la présence ou non d'une poste pas trop loin ou d'une boîte postale pas trop loin. Enfin bref, ça nous a vraiment permis de mieux cibler nos critères, et ça vraiment si vous avez le temps et la possibilité, je vous recommande vraiment de vous faire comme ça des visites marathon en prenant tout ce qui a l'air à peu près sur le papier de rentrer dans vos pré-critères de recherche, à savoir la localisation, la surface et le prix. Grosso modo vous prenez tout ce qu'il y a dedans et qui correspond quoi, et là vous visitez en masse. Vous visitez en masse pour mieux savoir ce que vous ne voulez pas. En faisant ça, en ciblant mieux ce que vous ne voulez pas, et ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire, mais même sur tous les aspects de votre vie, au lieu de vous demander ce que vous voulez, demandez-vous ce que vous ne voulez pas, c'est beaucoup plus facile. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, si vous l'avez pas encore, je vous laisse en barre d'informations, il est disponible aussi dans n'importe quelle librairie. S'ils l'ont pas, vous pouvez leur demander de le commander, c'est le même prix partout. Du coup ça nous a permis d'affiner nos critères, et aussi ça nous a permis de commencer à réaliser que trouver quelque chose qui allait nous plaire sans être sur place, ça allait être très compliqué. On s'est accroché un peu plus puisqu'on y est retourné, je crois que ça devait être mi-septembre, quelque chose comme ça. On y est retourné, à nouveau session marathon, masse de visites, et vraiment là on s'est dit ouais non en fait en n'étant pas sur place c'est mort, parce que le marché est hyper dynamique. C'est-à-dire que une maison qui était mise à la vente et qui était bien, elle partait dans la semaine. Elle partait dans la semaine et parfois même, elle partait avant même d'être mise à la vente, parce que entre voisins ils se connaissent, si quelqu'un recherche une maison, ça se sait, et ça partait hyper vite. Ce qui fait qu'au final, nous tous les trucs qu'on visitait, c'était les trucs que les gens ne voulaient pas, en fait. Ça s'est fait grosso modo comme ça. À partir de ce moment-là, on avait 2 options devant nous. On s'est dit, soit on va habiter sur place pendant un temps, on loue quelque chose, même genre un Airbnb mais longue durée, on reste 1 mois et on visite, dès qu'il y a un truc qui sort, on le visite directement, soit on prend quelqu'un qui est sur place et qui fait les visites en notre nom. Donc ces chasseurs en immobilier, en fait, eux, ce qu'ils vont faire pour vous, c'est qu'ils vous représentent en tant qu'acheteur. Donc ils vont
tout prévisité pour vous, ils épluchent toutes les annonces en continu, que ce soit de particuliers ou d'agences, ils sont en contact avec les agents immobiliers, donc ils savent aussi quand un bien va être mis à la vente, mais qu'il ne l'est pas encore. Éventuellement, ils peuvent même, si la maison a l'air de correspondre à tous les critères de l'extérieur, aller sonner chez les gens, le truc que clairement je n'oserais jamais faire de ma vie. Franchement, je pourrais pas faire ça du tout comme métier, c'est impossible pour moi. Donc ils sonnent chez les gens et littéralement ils leur disent voilà, je suis chasseur en immobilier, est-ce que par hasard vous souhaitez vendre? Évidemment ça a un coût, mais nous par rapport au temps qu'on avait de disponible, les coûts de toute façon d'aller-retour sur place et à chaque fois vous prendre Airbnb ou hôtel ou un truc comme ça, une voiture à louer, c'était quand même un peu plus cher évidemment, mais bon, c'était pas beaucoup plus cher par rapport au service derrière qu'elle nous a rendu, puisqu'au final la maison qu'on a achetée, on l'a achetée parce que... Enfin on l'a achetée, on a réussi à l'avoir parce qu'on l'a visitée avant qu'elle soit mise à la vente, de façon officielle. Donc on serait passé à côté, on serait encore passé à côté. Donc on a signé nous avec notre chasseuse début janvier, le jour même elle nous proposait des différentes visites, que en gros elle vous demande si vous voulez qu'elle aille visiter. Si sur le papier, vous, ça a l'air de coller, elle va visiter, elle prend des photos, elle vous fait un compte rendu en ligne, ça peut même être en visio si vous voulez, elle vous dit d'office si elle pense que ça correspond ou pas. Je dis elle parce que nous c'était une femme, mais donc ça peut être il aussi. Et finalement cette maison, la maison que nous on achète, elle l'a trouvée relativement vite. On l'a visitée début février, donc ça faisait moins d'un mois qu'on avait signé. Début février, on l'a visitée une fois, on l'a revisitée une autre fois fin février et on a signé le compromis la veille du confinement. C'était ric-rac. Pour information, on l'a signé électroniquement à distance. À la base, c'était prévu qu'on fasse l'aller-retour. Mais quand on a commencé à voir... parce que donc c'était censé être le lundi et le mardi c'était vraiment le début du confinement. Quand on a commencé à voir en fin de semaine précédente que ça sentait pas bon, on a demandé si c'était possible, ils ont dit qu'il n'y avait pas de souci, donc on a préféré annuler notre aller-retour et juste faire ça à distance et rester safe chez nous. Et au final on a bien fait, vu comment ça a évolué par la suite. Cette maison elle a trouvé assez vite, donc on était ravis, mais donc l'étape d'après ça a été de trouver le financement. Et on va bien en parler. Le financement, on avait dans l'idée déjà de se faire accompagner là-dessus. Tout simplement parce que on a deux profils très atypiques, avec des revenus qui sont irréguliers, bref, tout ce que les banques ne kiffent pas particulièrement, après ça se comprend, ils ont jamais prétendu faire dans l'humanitaire, mais clairement on l'a bien senti, hein, on a bien senti que nos dossiers étaient compliqués, compliqués dans le sens complexe à comprendre et à envisager. Mais avant de trouver la banque qui finalement nous accompagne sur le projet, ça a été pareil, très très compliqué, beaucoup plus compliqué que ce à quoi je m'attendais, même si je savais que pour moi ça allait être le passage le plus difficile, mais je m'attendais pas à ça non plus. Donc déjà de base, on voulait se faire accompagner par un courtier, donc qui se trouve être également une courtière, qui était très très bien, franchement pareil, aucun regret. L'avantage du courtier c'est que vous payez rien en amont, en fait ils sont rémunérés au résultat, donc soit vous trouvez une maison, et dans ce cas-là ils prennent un pourcentage, soit vous trouvez pas de maison et vous payez que dalle. Ce qu'on a fait, c'est que dès notre première visite en juillet 2019, on a rencontré plusieurs courtiers locaux. Il y a un courtier, enfin une courtière du coup, avec qui on a vraiment hyper bien accroché. On a trouvé qu'elle était très à l'écoute, très curieuse aussi par rapport à ce qu'on faisait, donc elle nous posait vraiment plein de questions pour comprendre l'activité au-delà des revenus, des trucs, des machins. Elle était évidemment aussi dans les chiffres, mais pas que, en fait. Elle essayait vraiment de comprendre qui on était, ce qu'on voulait, quel était notre projet à long terme, qu'est-ce qu'on voulait faire avec cette maison. Cette première visite d'ailleurs, elle était entièrement gratuite. Elle nous a pris 2 heures. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Même d'ailleurs, à la fin, je commence à flipper parce que je me suis dit attends, ça dure si longtemps, c'est vraiment gratuit là? Et en fait non, c'était vraiment gratuit. Elle nous a très bien accompagnés, elle était vraiment à l'écoute de nos problématiques. En plus de ça, on a traversé une période du coup qui était compliquée par rapport au financement. Et je vais en parler juste derrière. Alors le courtier, ce qu'il va faire, si jamais vous connaissez pas, c'est génial. Si vous avez un profil atypique, c'est génial. Si vous n'avez pas un profil atypique, c'est pas forcément quelque chose que je vous recommanderais. Voilà, si vous êtes en CDI ou fonctionnaire, vous êtes le profil idéal pour une banque. Voilà, ça va vous coûter de l'argent pour pas tant de difficultés que ça. Essayez d'abord d'aller voir votre banque personnelle et puis d'autres banques aux alentours. Nous, on l'a fait dès juillet parce qu'on voulait s'assurer que ce qu'on envisageait d'emprunter déjà était faisable. Parce que c'est la première étape quand même. Elle nous a certifié que pour elle, d'après les chiffres, c'était bon. Donc ça nous a permis de continuer justement à chercher une maison dans une certaine tranche de prix. Forcément, parce que si elle nous avait dit bah non je suis désolée mais là ça va pas être possible, bah on l'aurait écouté en fait, mais ça aurait changé nos critères de recherche, la surface, etc.
forcément après on s'adapte. Une fois que vous donnez le go à votre courtière ou à votre courtier, ce qu'il va commencer par faire, c'est monter le dossier. Donc il va vous poser encore plus de questions sur comment ça fonctionne votre métier, quelles sont vos sources de revenus, etc. Donc elle commence par récupérer comme ça tous vos revenus et plein de justificatifs. Autant vous dire que notre dossier, heureusement qu'il est en immatériel, qu'il est dématérialisé, parce que s'il avait fallu tout imprimer, on aurait abattu une forêt à nous seuls. Hein. On a fourni je ne sais pas combien de documents. Et c'est elle qui s'occupe de travailler, d'agglomérer, d'analyser les différents éléments qu'on lui envoie et de constituer un dossier qu'elle présente derrière à plein de banques différentes, plein d'agences bancaires, plein de caisses régionales différentes, pour essayer de nous trouver un truc, et de nous trouver un truc pas mauvais. Je pense que s'il devait être imprimé, il serait genre épais comme ça. Parce qu'en plus de ça, du coup, on a été obligé de le réactualiser, puisqu'avec le confinement, tout a été décalé. William nous a rejoint pour la troisième partie, puisque maintenant on va aborder le coco, le roro, le coronavirus. Ok. On aurait dit un truc de téléachat. Donc William, déjà je vais commencer par te présenter. Tu es mon conjoint, mon compagnon, depuis plusieurs années maintenant. Il se trouve qu'il est également créateur de contenu sur internet. Il a 2 chaînes YouTube, une axée culture générale mais de façon intéressante. Voilà, qui s'appelle Doc7, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et une deuxième, plus en mode geek. Si vous aimez Yu-Gi-Oh!, vous avez un copain qui aime Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lego. Du Lego, des jeux de société, plein de trucs. Ouais, et ben ça s'appelle Le Labo, par Doc7, et ça sera également en barre d'infos. Du coup, ce coronavirus... Oui, le fameux. Et ben il nous a bien embêtés. Puisque, comme j'ai pu vous le dire précédemment dans la vidéo, on a signé notre compromis de vente littéralement la veille du confinement, à distance, de façon électronique. Donc on était contents parce que ça nous a permis de dire on la veut vraiment. Mais derrière, ça nous a fait énormément flipper, puisque donc si vous connaissez pas tout ce qui est compromis de vente, ou que vous avez jamais acheté et que ça vous intéresse, voilà, de vous renseigner sur le sujet. Un compromis de vente, c'est littéralement, en gros, moi par exemple je veux t'acheter une maison, je te dis bah voilà, je veux t'acheter la maison, attends, voilà combien est-ce que je vais apporter, voilà combien est-ce que la maison coûte, voilà combien est-ce que je vais faire financer par une banque, je suis prête à te la prendre à tel pourcentage de taux d'intérêt maximum, et si je trouve donc mon emprunt dans un délai de tant de jours, et que si vous avez d'autres suspensions, donc ça s'appelle des conditions suspensives, par exemple demande d'un permis de construire, quelque chose comme ça, vous pouvez l'incorporer à l'intérieur de votre compromis de vente. Si tout ça, donc j'obtiens mon emprunt, j'obtiens le permis de construire, des trucs comme ça, si c'est bon, bah dans ce cas-là je te l'achète. Si c'est pas bon, du coup j'ai le droit de me rétracter. Sauf que, coronavirus oblige. Ben nous on savait pas ce qui allait se passer avec les banques. Est-ce que les banques allaient maintenir leur service de prêt ou pas? Est-ce qu'on allait pouvoir du coup chercher ou obtenir un prêt? Et la réponse est... Non. Et là ça a fait mal, ça a fait très mal, on a bien flippé hein, ces dernières semaines, parce qu'on l'a obtenu très tardivement. Pour vous dire à quel point on l'a obtenu tardivement, on a fait proroger, donc ça veut dire qu'on décale la date limite d'obtention de prêt et de permis de construire pour raison exceptionnelle et indépendamment de notre volonté. Ouais, indépendante de notre volonté. Même. Indépendante de notre volonté. Donc on a obtenu de proroger. Il me semble qu'il y avait un décret qui était passé qui faisait que de toute façon, en gros, le vendeur avait pas vraiment le choix. Parce que comme ça dépend vraiment pas de nous, parce qu'en fait, juste les banques. Alors je sais pas si tout avait leur service de fermé, ou si c'était tellement ralenti que bah, du coup ils pouvaient pas traiter. Non mais c'est surtout que c'est difficile de faire du télétravail pour des banques parce que c'est des logiciels, c'est des ordinateurs qui sont tellement sécurisés que ils peuvent pas ramener leur petit ordinateur portable à la maison et regarder les prêts, les machins. Du coup on a obtenu de faire proroger, mais attention, pas de genre 5 jours, une semaine, non de 2 mois. Donc autant vous dire que bah en fait on était censé signer à la base début juin, et là on est fin juillet, enfin on signera fin juillet, donc ça a bien décalé, fin juillet début août normalement, au plus tard. Croise les doigts. C'est pour bientôt. Bon, de toute façon, on en a attendu 3 mois, on peut attendre 2 semaines. Hein. On est plus à ça près. Donc il y avait déjà du côté des banques où c'était devenu très compliqué, et de l'autre côté, pour nous en l'occurrence, on avait besoin de déposer une demande au service d'urbanisme. Manque de peau, il était fermé. Donc on pouvait même pas déposer la demande. Donc voilà, on était absolument ravis. C'était très pratique. Mais bon, je veux dire, il y a eu des choses beaucoup plus graves qui se sont passées pendant cette période. Ouais. Au final, tout est bien qui finit bien pour nous. Donc c'est pas si grave, mais sur le moment, je peux vous dire qu'on n'était pas aussi serein. Notre courtière a fait un bon travail de relance au niveau des différentes banques, et à la fin du confinement, donc les choses ont commencé à se remettre en place, le service d'urbanisme a réouvert, donc on a pu faire notre dépôt de dossier, donc ça c'était fait. Mais ça ne nous a pas rassuré plus que ça.
Parce que suite au coronavirus, les banques ont un petit peu changé leur politique interne. Donc par exemple, il y a des banques... politique risque interne. Il y a des banques qui disent, s'il y a un professionnel dans le couple, donc un chef d'entreprise par exemple, même si l'autre personne est fonctionnaire depuis 30 ans, etc. Fonctionnaire, je sais pas, peut-être que fonctionnaire ça serait passé, non? Je suis même pas sûr. Elle a vraiment dit que s'il y a un professionnel dans le couple, il ne regarde même pas le dossier. Ça ne les intéresse pas. C'est ce qui s'est passé, donc on était ravis. C'est-à-dire qu'on a commencé à recevoir des réponses à l'appel, mais négatives. C'était pas parce qu'il y avait pas assez d'apports, c'était pas parce qu'on demandait trop, ou qu'on... voilà, peu importe. C'était juste qu'on était deux professionnels. C'est d'ailleurs chez des banques chez qui ce serait passé s'il n'y avait pas eu le coronavirus. Ah oui, mais c'était ça en fait le pire, c'est-à-dire que en fait, avant coronavirus, on pouvait déposer notre dossier, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle l'a fait la courtière, je veux dire, elle avait pas... Enfin, si elle avait su que c'était une perte de temps, elle l'aurait même pas fait. Donc c'était possible, après il y a eu le coronavirus, et derrière, subitement, notre dossier n'était plus éligible. Mais de base, c'est-à-dire qu'en fait, ils se penchent même pas sur les chiffres. Deux professionnels, c'est mort, c'est grillé. Et ça, il y a eu beaucoup de banques qui nous ont refusé d'office à cause de ça. Donc pensez-y, hein, si vous voulez être entrepreneur un jour, ça peut poser des soucis, ça peut rendre les choses plus compliquées. Ça rend même les choses plus compliquées. Ça rend les choses plus compliquées, mais c'est une belle aventure. Oui, ça rend les choses plus compliquées. Entourez-vous dans ce cas-là donc d'une courtière. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous êtes en CDI ou fonctionnaire ou même en CDD avec une autre personne qui est en CDI, je suis pas sûre que passer par un courtier ça soit vraiment très intéressant. Mais alors pour un profil atypique, complexe, d'entrepreneur comme nous, foncez quoi, vraiment. Je veux dire, ce que vous allez payer, ça va tellement vous sauver la vie. Nous clairement, je sais pas comment est-ce qu'on aurait fait là. Bref, ça aurait été la dèche. Mais on a fini par avoir, donc ça on était content. Le premier retour qu'on a eu positif était largement au-dessus de ce qu'on voulait. Donc pareil, parce que coronavirus est arrivé, qu'il y a eu la crise financière derrière qui a enchaîné, et donc forcément les taux sont remontés. Au début on était un peu remontés parce que c'était pas du tout ce qu'on nous avait vendu en fait. On nous avait dit que c'était possible, qu'il y aurait pas de difficultés particulières, que c'était pas démentiel ce qu'on demandait, voilà. Donc pour nous c'était acté en fait dans notre tête. Et là, c'était largement supérieur, et largement supérieur même à des réponses que d'autres amis ont pu avoir par ailleurs sur la même période. Et du coup, on se disait, punaise, c'est vraiment parce qu'on est deux professionnels en fait, on se fait complètement avoir là-dessus. Bon, après, c'est le jeu, hein, je veux dire, la banque, en fait, si on n'a pas de meilleure proposition, c'est la moins pire qui gagne, quoi. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Hein. Sachant que donc, la courtière, elle a fait un bon travail de renégociation, donc elle a fait plusieurs allers-retours avec les banques pour lesquelles notre dossier était recevable, mais trop cher. Donc elle nous a redemandé des papiers de tous les côtés, donc on a réactualisé les dossiers. Non, et puis je pense qu'il y a beaucoup de banques aussi qui ont dit non en se disant oh là là, ça a l'air bien trop compliqué. Ouais. Il y a tellement d'autres dossiers plus faciles. Il y a tellement d'autres dossiers, ouais, c'est ça, ne perdons pas de temps, quoi. Ouais. Donc non, c'est cool, on est content. On a trouvé, ça y est. Donc on signe à la fin du mois, début du mois d'août au plus tard. On a hâte, vous imaginez bien, parce que du coup ça fait très longtemps que ça dure maintenant. Ça fait très longtemps qu'on y pense, ça fait très longtemps qu'on a envie d'avoir un chez nous. On va craquer notre slip, je pense. Oui. Pas vraiment. On était déjà en train de prévoir les budgets parce que du coup on n'a pas de meubles, donc faut qu'on achète tout. Pas tout. Enfin qu'on achète ou qu'on se fasse donner, voilà, qu'on récupère, mais en tout cas on n'a pas de lit. Parce que celui-là, là, il va rester ici. Puis il y a des travaux. Il y a des travaux à faire. Alors la maison qu'on a trouvée, parce que c'est vrai ça, on n'en a pas du tout parlé de la maison en fait. Bah tu vas la montrer dans d'autres vidéos de toute façon. Oui, c'est vrai. Je pense que je vais vous faire une petite série de vidéos. La maison vide, la maison donc vide avant travaux, la maison après travaux. Quand on aura enfin des petits meubles. On s'est prévu les meubles de base, le grand minimum. On s'est dit un lit, un canapé, une table, 4 chaises. Et si derrière il fait beau et que c'est bien en août qu'on emménage, on aimerait bien aussi une chaise pour l'extérieur et peut-être une machine à laver aussi. Ah oui, une machine à laver. La cuisine est entièrement équipée, donc ça c'est bon. En plus elle est nickel franchement. Donc on n'y touche pas du tout. Par contre on a un certain nombre de travaux à faire, mais donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais on peut vous spoil, une partie du toit va être aplanie pour faire un héliport. Tu les vois là? Les clés imaginaires. C'est les clés imaginaires. Cling, 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 cling. Et ouais, c'est bon. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Je suis contente de t'avoir accueilli pour la première fois sur la chaîne. C'était bien la première fois, hein? Je vais peut-être passer en fond à un moment. Peut-être. En tout cas, pas dans une vidéo comme ça, face cam posée. Si jamais ça vous a plu, petit pouce vers le haut, abonnez-vous. Si jamais vous voulez en savoir plus sur l'évolution par rapport à la maison, les travaux, les trucs, les machins. Posez vos questions aussi en commentaire. J'essaierai de répondre à un maximum d'entre elles dans la mesure du possible.
puisque je reste humaine. Voilà. Et on se retrouve également sur Instagram, @margostips, si vous voulez avoir des actus plus régulières. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver aussi sur Instagram, @doc7tv. Il y a le TV sur Insta, @doc7tv. Et on vous dit à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, vivement l'emménagement. C'était très dissonant, non? J'ai eu l'impression. Je sais pas. Ménagement. Oh mon dieu. Ok, salut.